Maintenant, la question, c'est de savoir combien de temps ça prend de soit faire la tâche ou soit de relire une tâche qui a été faite par une IA. Un entrepreneur serait privilégié par le fait que l'IA peut l'augmenter ou résoudre un certain nombre de problématiques complexes qu'il avait auparavant, qui n'aura peut-être pas moins, mais qui seront plus maîtrisées. L'IA s'est tellement développée qu'elle a fini par elle-même manipuler la majorité des logiciels de data aujourd'hui. La data visualisation, Power BI, soit de la data analyse, que ce soit la création d'IA. Faut pas oublier une chose, la fameuse puissance de calcul. Quand aujourd'hui on a un outil qui nous donne tout, qu'est-ce que l'école va m'apprendre? Ça change même le système de pensée. Ça change le système de pensée. Là, aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers d'autres paradigmes. L'IA réduit totalement le coût à l'entrée d'un nombre incalculable de marchés. The future of work. De quoi parle-t-on? On va parler d'entrepreneuriat, on va parler également d'éducation, on va parler de notre manière de penser et peut-être aujourd'hui d'apprendre, de nous éduquer et de travailler. Donc on a la chance aujourd'hui de recevoir un invité spécial. Merci en tout cas pour ta présence. Merci à toi, Ibrahim. On va commencer par toi, ta présentation, et ensuite je reprendrai. Ok, alors moi c'est Yacine Midi, je suis chercheur en intelligence artificielle dans un cabinet de consulting. Parallèlement à ça, je suis également enseignant de deep learning à l'EDEC Business School. Et aussi, je donne des enseignements dans divers domaines liés à la data et à l'intelligence artificielle dans des universités américaines qui ont des campus basés à Paris. Je donne aussi des formations dans des entreprises, donc dans tout ce qui va être, tout ce qui va toucher à l'IA, au big data. Et j'ai également ouvert mon propre centre de formation récemment. Super, franchement, très beau parcours. Moi, Ibrahim Soko, on va dire que j'ai un groupe aujourd'hui composé d'un certain nombre d'entités dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'entreprise de services numériques, que ce soit boîte de portage salarial, portage commercial, portage administratif et portage entrepreneurial, mais on y reviendra. Content de te recevoir, content qu'on puisse aborder ce genre de thématiques ensemble. On va commencer par les premières choses, c'est ton parcours. Par quoi Ça tu as marche. commencé, comment ça fonctionne? Alors moi, j'ai commencé par les mathématiques, la base de tout, le langage dans lequel est écrit l'univers. Du coup, en fait, les mathématiques, pourquoi ça m'intéressait? Parce que j'ai compris, on va dire, la force de cette matière qui était extrêmement polyvalente. Pourquoi je te dis ça maintenant? Parce que ça va être très intéressant dans l'IA, parce qu'il y a un parallèle qui va être fait entre l'importance que les mathématiques a dans le monde, que ce soit dans les sciences ou dans les techniques de façon générale, et l'importance que l'IA va avoir dans ces mêmes domaines-là. C'est-à-dire qu'elle va avoir une position qui va être probablement similaire dans le futur. J'ai choisi les mathématiques parce que ça me permettait d'aller un peu où je voulais. Et finalement, j'ai resserré les taux en me dirigeant vers des mathématiques plus appliquées, plus orientées statistiques, probabilité, ce qui m'a naturellement dirigé vers une thèse en intelligence artificielle et vers la recherche dans ce domaine finalement. Les mathématiques, c'est très sélectif. Et justement, ça a permis de faire le lien et de se dire, voilà, je vais pouvoir aller là où tu voulais aller. C'est ça, en fait, les mathématiques, ce qui est bien, c'est que ça s'applique dans tout. C'est-à-dire que finalement, tout est mathématique. Qu'est-ce que sont que les mathématiques? Ce sont juste une façon d'exprimer des problèmes complexes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, de manière générale, dans la vie. Lorsque ces problèmes-là sont simples, on peut parler en langage normaux, courant, avec des lettres, des phrases. Dès que ça devient un peu compliqué, là, je dis, attends, ça c'est X, ça c'est Y, on fait des signes, on fait des formules, parce que ça simplifie. Ça simplifie le discours. Donc les mathématiques, c'est juste une simplification du discours. En soi, c'est un langage dans lequel est écrit l'univers, qui simplifie le discours et qui permet justement de régler des problèmes dans absolument tous les domaines. C'est-à-dire que tu peux me citer n'importe quel domaine, je peux dire il y a des mathématiques dedans. Ouais. Même la littérature. Tout n'est que chiffres. Tout n'est que... Pas forcément chiffres, justement, parce que les mathématiques ne sont pas chiffres. Ça, c'est quelque chose, c'est un peu un amalgame qu'on fait. Surtout en France, parce qu'en France, on appelle les cours de calcul mathématiques. Alors, dans d'autres pays, anglo-saxons, on va dire calculus, quand c'est vraiment les calculs. Et lorsque ça devient abstrait, on appelle ça les mathématiques. Les mathématiques, c'est quelque chose qui est plus abstrait, c'est quelque chose qui est plus proche de la philosophie que du calcul en soi. Le calcul, c'est plus ce qu'on va retrouver en comptabilité, en économie, en physique, dans des applications. Mais les mathématiques, en soi, c'est le raisonnement, c'est l'abstraction, c'est la preuve. C'est en fait, c'est un univers dans lequel on va raisonner. Et on crée plusieurs univers. Comme en philosophie, on démarre avec Kant, Nietzsche et d'autres autres qui vont dire, OK, la raison, c'est ça, le superstitieux, c'est ça, l'amour, c'est ça. Et à partir de ça, ils vont créer des raisonnements. En mathématiques, c'est pareil. Je vais me placer dans un espace. Je vais dire, dans cet espace, la multiplication, c'est ça. L'addition, c'est ça. Dans cet espace vectoriel, ça va... La multiplication de deux vectoriels, ça a une définition. La multiplication de deux scalaires, ça en a une autre, etc. Et en fonction des espaces dans lesquels je vais me placer, je vais mettre en place des raisonnements et on va faire des choses, des preuves et on va résoudre des problèmes. Tu sais, ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'on sent que tu es un passionné. On sent que tu aimes ça. J'aime ce que je fais. Ouais, ça se reflète. Ça se reflète dans tes propos, même dans ton sourire. Okay. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire.
Moi, je vais faire le lien avec justement cette discipline de mathématiques et l'intelligence artificielle. Quel est le lien? Le lien est extrêmement fort. Le lien est extrêmement fort tout d'abord parce que l'intelligence artificielle, ce sont des mathématiques. L'intelligence artificielle, c'est quoi globalement aujourd'hui? Parce qu'il y a deux types d'intelligence artificielle. Il y en a un premier qui est ce qu'on appelle l'IA symbolique, qui était là un peu avant les années 90, qui a commencé dans les années 50, qui a en fait l'idée de se dire, OK, quelque chose qui va être intelligent, c'est quelque chose qui va pouvoir obéir à beaucoup de règles. J'envoie un robot, je vais lui donner plusieurs règles, je vais lui dire là, quand tu vois un arbre, tu tournes à droite, quand tu vois une voiture, tu tournes à gauche, etc. Et plus il y aura de règles, plus il va être intelligent. Et l'IA symbolique, ça permet en gros d'implémenter ces règles-là. On a vite abandonné cette idée, parce qu'en fait, les règles entraînent une complexité calculatoire qui est trop élevée. Parce qu'il peut y en avoir énormément. Et il y a une deuxième IA qui s'appelle le machine learning, l'apprentissage. Et là, c'est une autre façon de voir les choses. C'est une façon de se dire, OK, finalement, au lieu de dire à quelqu'un exactement tout ce qu'il doit faire, je vais lui apprendre par l'exemple. Okay. Nous, les êtres humains, on a ces deux façons d'apprendre. Oui. On apprend par certaines règles, par des choses qu'on va dire qui vont être plus ou moins innées. C'est-à-dire, par exemple, je sais comment manger, je sais comment marcher. C'est des règles qui sont inscrites dans mon ADN. En tant que bébé, on se lève, on commence à apprendre et puis on commence à le faire. Okay. Puis il y a des choses qu'on nous a appris, on nous dit non, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Okay. Dans l'apprentissage, il y a plusieurs étapes, je ne vais pas complètement élaborer. Mais en gros, globalement... On en reviendra quand même un petit peu dessus. On peut revenir dessus. Moi, c'est très bien que moi, j'aime bien tout ce qui va être technique. Pas de souci. T'as trouvé ton nom, on peut rentrer dans la technique. Mais en gros, voilà, l'apprentissage, ça va être ça. Mais l'idée de l'apprentissage, c'est quoi? L'idée de l'apprentissage, c'est de se dire qu'on a une entrée, on a une input, des informations. Okay, et on voudrait une sortie à partir de ces informations. Et il y a une relation entre les deux. Exemple. En entrée, je vais avoir des images de chats et de chiens. Et à la sortie, je veux juste que mon algorithme me dise si c'est un chat ou un chien. Reconnaissance d'image. Effectivement. Okay. Mais le truc, c'est qu'il va y avoir une relation entre ces images-là et la sortie. Une relation calculatoire. Et cette relation qu'on va placer entre cette image-là et cette sortie qui va être chat ou chien, ça va être une fonction. Cette fonction-là, cette fonction mathématique, une fonction qui prend des entrées et qui nous donne une sortie, tout simplement, en la transformant, ça va être ce qu'on appelle un modèle. C'est ça un modèle d'IA. Un modèle d'IA, c'est une fonction qui prend une entrée et nous donne une sortie. Maintenant, le modèle peut être plus ou moins complexe, prendre diverses formes, et en fonction de ça, on va avoir différentes IA qui vont être mises en place, mais tout l'IA fonctionne de base avec les mathématiques, avec tout simplement cette notion de fonction qui est une notion qui est élémentaire, une entrée, une sortie. Je tenais quand même à rappeler qu'il a quand même réussi à vulgariser le fonctionnement d'un modèle de langage avec un mot, la fonction. C'est une fonction, voilà, exactement. Un modèle de langage, c'est une fonction. Même plus que ça. Okay. Pour être plus précis, c'est une composition de fonctions. C'est des fonctions dans des fonctions. Chaque couche va être une fonction et ça va être quelque chose qui va modéliser, qui va essayer de mimer un neurone, un réseau de neurones. Chaque couche comporte des neurones qui vont être les uns aux autres par le biais du calcul de la composition. Je vais prendre ChatGPT, qui est aujourd'hui un outil qui est quasiment utilisé par, qui est utilisé par 200 millions de personnes et qui est quasiment un outil qui est devenu commun. On a le choix entre plusieurs modèles de langage. Quand on va dans ChatGPT, on va avoir la fonction, par exemple, thinking ou la fonction de calcul plus généraliste. Qu'est-ce qui va faire cette différence? Alors, la différence, là, elle est quand même un peu plus complexe. C'est-à-dire que ChatGPT, là, on est dans des langages où il ne va pas simplement reconnaître si un animal, si une photo est une photo de chien ou de chat ou autre. ChatGPT, il y a plusieurs modèles, en fait. Plusieurs modèles qui sont liés les uns aux autres. Et parmi ces modèles-là, il va y avoir aussi des modèles dits d'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que l'IA va se corriger au fur et à mesure de l'utilisation qu'on va en avoir. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on va avoir plusieurs compositions de modèles différents, des transformers, l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage auto-supervisé. Et ça, toutes les composantes qu'il va avoir dedans, dans ce modèle qui est un ensemble de modèles liés les uns aux autres, va être différent en fonction de si l'on choisit Thinking ou d'autres modèles GPT 5.4 ou autre. Très bien. Donc ça, si on peut récapituler, synthétiser. Donc on a l'apprentissage par renforcement, qui est très peu utilisé. Moi, c'est l'apprentissage entre parenthèses, que je préfère. Renforcement. On a supervisé, autosupervisé. Oui. D'accord. Et il y en a d'autres? Bien sûr, semi-supervisé. Semi-supervisé. Non supervisé. Non supervisé. C'est ça. Okay. Si tu veux rentrer dans la technique, on peut rentrer dedans. On va quand même essayer de vulgariser parce qu'on a quand même ça marche, un auditoire qui va être focus plus peut-être sur concrètement ce qu'on en fait et surtout demain, aujourd'hui, tout à l'heure en off, on parlait de Future of Work, mais également Future of Education. Je pense qu'on va commencer par Future of Education. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'est l'avenir de l'éducation
avec intelligence artificielle. La question que tu viens de me poser, Ibrahima, est extrêmement lourde. Oui, je sais. Elle est extrêmement lourde parce que justement, tout est en train d'être remis en question. Ouais. Et tout le monde se remet en question. Tout d'abord, c'est le pourquoi est-ce qu'on apprend? Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Est-ce qu'on va à l'école pour apprendre un métier ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, OK, si je vais à l'école pour apprendre un métier, clairement, l'IA fait la majorité des métiers aujourd'hui. OK? Maintenant, bien sûr, il y a toujours besoin de, comme on dit, d'être humain dans la boucle. C'est encore le cas aujourd'hui, parce que les IA ne sont pas si fiables que ça. OK, ça, c'est l'une des problématiques de l'IA. C'est l'une des problématiques sur lesquelles je travaille beaucoup. C'est mon domaine de spécialité, la fiabilité de l'IA. Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais en gros, c'est mon domaine de spécialisation. Et en gros, l'idée, c'est que quand on ne peut pas faire confiance à ces IA-là, il va y avoir un humain. La question, c'est combien d'humains? Avant, on avait des équipes de développeurs. Okay. Aujourd'hui, on a besoin d'équipes qui vont être beaucoup plus restreintes. Oui. Et on a vu des licenciements. On en a déjà vu. On en est déjà là. Surtout dans les géants de la tech qui savent très bien ce qu'il en est. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que globalement, avant, on avait des tâches à faire. On va développer du code, on va faire du software engineering, entre autres. Et ça, c'était une tâche. Maintenant, la question, c'est de savoir combien de temps ça prend de soit faire la tâche ou soit de relire une tâche qui a été faite par une IA. Globalement, c'est censé prendre beaucoup moins de temps. C'est-à-dire, la tâche a été faite par une IA, je peux aller vérifier et j'ai besoin de moins de monde pour le faire. Voilà. Donc là, on en est là. Donc, c'est-à-dire cette question-là de savoir pourquoi est-ce que je vais à l'école? Qu'est-ce que l'école va m'apprendre? Quand aujourd'hui, on a un outil qui nous donne tout, donc là, c'est la question de l'humain lui-même et sa position sur Terre. Ça change même le système de pensée. Ça change le système de pensée. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que je me forme parce que j'ai envie de me développer en tant qu'humain? J'ai envie de comprendre des choses? Ça m'intéresse, je suis passionné par ça? Ou est-ce que je me forme juste pour trouver un métier? Et là, ça change complètement la donne. Déjà, la société, l'un des défis de notre société, c'est de répondre à cette question. Parce que jusque-là, on n'avait pas vraiment répondu à cette question. Et c'était un problème qu'on a un peu mis sous le tapis. Et on se retrouvait dans des classes où il y avait des élèves passionnés, d'autres beaucoup moins passionnés, d'autres qui étaient là, qui s'ennuyaient, qui regardaient dehors, qui voulaient faire autre chose. On leur disait l'école, c'est une sécurité. L'école, c'est la base de ce qu'un citoyen est censé connaître. Voilà, etc. Donc voilà, on était un peu dans ça. Aujourd'hui, quelqu'un va vous dire, un étudiant va vous dire, OK, je tape sur ChatGPT, quoi que ce soit qu'on va me demander dans la société, et je vais trouver les informations qu'il me faut, ça va me les résumer. C'est comme si j'avais une assistante à la maison en permanence. Donc pourquoi je suis là? À un moment donné, les élèves ils vont demander pourquoi je suis là. Et là, il faut qu'on leur apporte une réponse. Et ils le demandent déjà. Ils le demandent déjà, bien sûr, ils le demandent déjà. Les professeurs, si je ne me trompe. Exactement. Donc en fait, tu es confronté à ça au quotidien. Je suis confronté à ça au quotidien. Des élèves de master qui ont des difficultés à trouver où ils vont pouvoir apporter une valeur ajoutée sur le marché du travail. D'accord. Ils arrivent en tant que juniors, ils se disent « Ok, je dois me former dans quoi ?» L'IA a commencé par la révolution du big data. Parce que c'est ce qui nourrit ces algorithmes-là. Et quand cette révolution-là a commencé, tout le monde s'est dit « Ok, il faut se mettre dans la data, il faut former les gens à la data. » Des formations ont commencé à pulluler. Formations dans le privé, dans le public, partout. Les gens ont commencé à se former. Mais entre le moment, et là c'est très important, c'est la vélocité de développement de cette technologie. Entre le moment où les jeunes ont commencé à se former et leur arrivée sur le marché du travail, l'IA s'est tellement développée qu'elle a fini par elle-même pouvoir manipuler la majorité des logiciels de data aujourd'hui, soit data visualisation, Power BI, soit de la data analyse, que ce soit du code Python, que ce soit la création d'IA. L'IA fait l'IA. ChatGPT, je lui demande de me faire un modèle de Transformers, de me le faire tourner sur Google Colab, il va me le faire. Il n'y aura pas de souci. Je lui demande de préparer mes données, tout. Surtout qu'en fait, les modèles de langage aujourd'hui sont open source, donc accessibles. Accessibles. Et il y en a énormément. Exactement. Voilà. Utilisation. Après, sur les modèles de langage, là, c'est un peu autre chose parce que ils sont open source, ils donnent le code, etc. Mais ils savent très bien que la majorité des gens n'ont pas la puissance de calcul pour pouvoir mettre en place leur propre modèle de langage qui serait opérationnel. Après, cette puissance de calcul, aujourd'hui, elle peut s'orchestrer, donc s'acheter, elle peut se mutualiser, et ça va devenir un élément important pour nous au niveau du partage entrepreneurial. Mais bon, bien sûr, c'est tout un enjeu de puissance, un enjeu géopolitique, un enjeu énergétique, un enjeu environnemental. Exactement. C'est un très gros enjeu. Pour revenir sur l'éducation, du coup, il y a cette première question-là qu'il va falloir qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on éduque? Deuxième, comment est-ce qu'on éduque, du coup? Qu'est-ce qui va être essentiel? Qu'est-ce qui va être important? Et là, on se rend compte qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va demander aux gens de prendre un pas d'abstraction supplémentaire. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, on va vouloir dire aux gens, OK, le calcul, la machine va le faire.
Ta calcul de ta matrice, ça va le faire. Le code, il va le faire, etc. Dis-moi, c'est quoi le problème qu'on résout? Quels sont les enjeux futurs? Qu'est-ce qui va se passer? Deuxième chose qui va être importante, quelles sont tes connexions, quels sont tes leviers qui vont te permettre de lever ce problème? Tu as tous les calculs qu'il faut. Il n'y a pas de souci pour ça. Les logiciels le font. On te fait tes rapports, on te fait tes présentations, etc. Il n'y a pas de souci. Mais qui, où? Où est le silicium? Où est le cobalt? Où sont les talents de tel domaine, etc. Quel est ton réseau? Voilà. Donc tout ça, ça va jouer. Ça va jouer, c'est-à-dire ta capacité à prendre des décisions, ta capacité à analyser le monde globalement, comment il fonctionne, l'abstraction. Ça va être très important. On va rentrer dans un univers qui va être de plus en plus abstrait. C'était déjà le cas avec les mathématiques, comme on disait tout à l'heure. Lorsque le calcul est arrivé, ça y est, on a laissé les enfants, ok, on leur fait un peu on leur montre comment fonctionne la division et la multiplication. Arrivé fin collège ou je sais pas, ils ont quasiment tous oublié parce qu'ils utilisent la calculette. Je te mets au défi de demander à quelqu'un dans la rue de te poser une division euclidienne. Je te mets au défi. Avec les bonnes retenues, etc. Oui, bien sûr. Compliqué. Voilà. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu, seulement là, l'ampleur est nettement plus élevée. C'est-à-dire que maintenant, ok, les gens vont se focus sur des choses qui vont être beaucoup plus générales. Donc c'est ça aussi l'idée. Donc c'est une bonne chose pour l'être humain, mais ça dépend pour quel être humain. Et là, on en vient à un autre point qui va être très important. C'est apprendre à se connaître. C'est-à-dire que on parle également d'êtres humains augmentés. Exactement. Il y a des êtres humains qui vont être augmentés par l'IA. Et l'idée, en fait, c'est aussi d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire que l'école, jusque-là, avait cette critique comme quoi, ok, on mettait tout le monde dans la même classe, on avait les mêmes matières, mais on était tous très différents. Et il y avait des gens qui ça plaisait, d'autres moins, etc. Et l'idée, en fait, c'est de rapidement se dire, ok, toi, t'es pas quelqu'un qui aime l'abstraction, t'es pas quelqu'un qui aime trouver des idées, etc. Mais directement, il faut que tu comprennes qu'avec l'IA, tu peux faire énormément de choses qui sont beaucoup plus simples. Que ce soit dans le commerce, dans le développement de la restauration, tout ça sont des choses qui vont toujours exister. On va toujours aller à la boulangerie prendre du pain. Toujours, ça changera pas. Toujours. Mais l'idée, c'est que tu aies cette boulangerie et que l'IA va potentiellement t'aider avec tes commandes, avec toutes les choses qui étaient un peu compliquées, avec l'URSSAF, avec plein de choses. Avec plein de choses. L'IA va t'aider avec plein de choses et va te permettre d'entreprendre rapidement. De faire ce que tu veux faire rapidement. Ah là, tu es en train de basculer vers l'entrepreneuriat. Exactement. Donc ça veut dire que potentiellement, un entrepreneur serait privilégié par le fait que l'IA peut l'augmenter ou résoudre un certain nombre de problématiques complexes qu'il y avait auparavant, qui n'aura peut-être pas moins, mais qui seront plus maîtrisées. L'IA réduit totalement le coût à l'entrée d'un nombre incalculable de marchés. Aujourd'hui, j'ai envie de rentrer dans un marché, je peux faire un site internet très rapidement, je peux faire de la prospection de clients très rapidement, je peux même créer une application très rapidement. Et tout ça, c'était des choses qui étaient des blocages avant. Avant, il fallait payer le salaire du développeur qui allait faire ci, qui allait faire ça, ou il fallait avoir soi-même la compétence ou monter en compétence, etc. Tout ça, c'est en train de s'effacer et de plus en plus. Donc ça permet une accessibilité qui va être plus rapide. Qui dit accessibilité plus rapide, dit également plus de concurrence. Mais est-ce que c'est réellement un problème? Pas forcément. Pas forcément. Pas sur les marchés sur lesquels on est. Et surtout, ça dépend des marchés sur lesquels on est. Donc il y a également une vision à avoir, évidemment, comme pour tout. Mais surtout, la population terrestre ne fait que de croître. Bien sûr. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a 8 milliards d'habitants. Il y a de l'argent qui circule. L'économie globale ne fait que de s'enrichir. Donc globalement, je pense qu'on va s'orienter vers une société qui va être beaucoup plus entrepreneuriale, où chacun aura sa petite structure, parce que les grandes structures vont de plus en plus incorporer des IA qui vont automatiser des choses. Je pense également à tout ce qui va tourner autour de, aujourd'hui, indépendant, freelancing, où là, aujourd'hui, clairement, en fait, est-ce qu'il y a un réel intérêt à être encore salarié sur certaines positions, ou est-ce que pour augmenter la valeur, il n'y aurait pas plutôt de la variabilité au niveau du travail? Alors le freelancing, ça c'est un autre débat, parce que le freelancing, il y a quand même cette idée de risque. C'est-à-dire en fait là c'est une position dans laquelle tu te places où tu viens d'avoir ton diplôme globalement, et tu te dis est-ce que je vais dans une entreprise qui va me payer ma mutuelle, me donner ma retraite, etc. Ou globalement s'ils veulent me virer ça va être un peu compliqué même s'ils peuvent le faire. Attention, voilà, il y a les prud'hommes, il y a ceci, cela. Ou est-ce que je vais être à mon compte, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis pour moi, je retrouve ma mission moi-même, etc. Ça, c'est une autre question. L'IA facilite forcément le freelancing, parce qu'elle permet d'automatiser énormément de choses. Maintenant, l'IA peut aussi te faciliter dans ton travail. Et là, on en vient à un point très subtil dont je voulais parler. C'est en fait cette idée selon laquelle l'IA va remplacer les gens au travail, etc. Elle va prendre le boulot des gens. En vérité, là, on est à un point
de bascule où il y a une lutte des classes marxiste qui va se mettre en place. Pourquoi cela? Parce qu'on a les détenteurs de capitaux, donc on a les chefs d'entreprise, etc., qui vont potentiellement se dire « Ok, j'ai besoin d'IA. Et je peux supprimer des emplois parce que j'incorpore des IA à ma production. » Mais il y a les employés. Et en fait, ça va dépendre de leur rapport à l'IA. Et ça va dépendre aussi de leur honnêteté vis-à-vis de l'usage de l'IA. Et ça, c'est un point très important. L'honnêteté. L'honnêteté. C'est-à-dire, à quel point est-ce qu'ils vont dire à leur supérieur « J'ai fini ça en 2 heures grâce à l'IA et il va pas mettre plutôt 3-4 jours pour le faire. » Je comprends. Et c'est-à-dire, à quelle vitesse est-ce que les supérieurs vont se rendre compte qu'en vérité, lui, il peut faire le boulot de tout le monde. Donc, on peut virer les autres. Donc, à quel point est-ce qu'il va y avoir une solidarité entre les employés, de se dire, OK, là, on a un point de bascule. Si on dit tous qu'on utilise l'IA et qu'on met qu'une heure à faire ce qui nous demande une semaine à faire, clairement, il y aura des gens qui vont être virés au final. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ça aussi, ça relève un autre point. C'est que souvent, les managers n'ont pas les compétences techniques. Oui. Parce que la technologie aujourd'hui évolue très rapidement. Effectivement. Donc un manager, il a globalement travaillé sur des sujets techniques, voilà, mais qui ne sont plus d'actualité. Il s'est un peu mis au parfum, mais s'il embauche des gens, c'est que globalement, il ne peut pas le faire. Okay, ou en tout cas, il y a toute une équipe, c'est des choses qui sont beaucoup trop complexes. Il va y avoir une partie qui ne va pas forcément maîtriser, ou moins qu'une autre. Et donc à partir de ce moment-là, là, c'est aux gens de voir. Tu es dans ton entreprise, tu es en CDI, tu peux utiliser l'IA pour qu'elle t'aide à faire ce que tu as à faire, etc. Bien sûr. À quel point tu vas le dire? À quel point est-ce que est-ce que les employés vont être solidaires entre eux? Il va y avoir une stratégie de la part des employés. Est-ce que les employés sont capables de produire des stratégies comme les chefs d'entreprise le font également? On le verra. Ce sera une lutte des classes, une version 3.0 de la lutte des classes marxiste un peu. Il y a un autre point qui est aussi important, c'est on n'est pas tous égaux devant les outils, parce qu'on parle de ChatGPT bien évidemment parce que c'est l'outil le plus vulgarisé. Mais aujourd'hui, quand on prend un Claude Code pour des développeurs qui te permettent de pouvoir aller 3, 4, 5 fois plus vite. Mais en fait, on n'est pas tous égaux devant Claude Code, dans le sens où, moi, par exemple, je suis architecte en intégration de systèmes logiciels, donc j'ai une vision plutôt architecturale, et j'ai d'autres personnes qui étaient plutôt développeurs. On n'a pas la même façon de faire, et je vais peut-être 2 fois et demi plus vite que celui qui est juste développeur en front-end. Donc, il y a également tout ça. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, la fameuse puissance de calcul. Je pense qu'on va de plus en plus aller vers des modèles où en fait chaque entreprise va avoir son propre modèle de langage avec son propre RAG fine-tuné qui va correspondre à son environnement, son utilisation, à sa souveraineté en termes de données, parce que ça va devenir également un enjeu. Bien sûr. Donc là aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers d'autres paradigmes. Déjà, est-ce que tu peux nous définir tout ce que c'est qu'un RAG, le fine-tuning, des choses comme ça? En fait, d'abord, je ne suis pas forcément d'accord quand tu dis que chaque entreprise va avoir son propre modèle. Ça va être compliqué à mettre en place. Chaque grande entreprise, en tout cas, ils auraient peut-être intérêt à le mettre en place. Ils auraient peut-être un intérêt à le faire, mais en fait, globalement, ce qui va se passer, c'est que ce qui s'est déjà passé, c'est Société Générale. Ils ont mis en place leur modèle et très rapidement, ils se sont rendus compte que le coût de maintenance était extrêmement élevé. Donc, c'est vraiment à voir à quel point est-ce que ça vaut le coup de le faire. Et ça, sachant qu'il y a déjà des géants qui sont opérationnels dans ce domaine-là, et comme tu as dit, qui nous louent des puissances, qui nous louent des modèles. C'est à quel point est-ce que ces géants, et ça dans leur intérêt, vont nous assurer une certaine sécurité, une certaine confidentialité. Donc là, c'est une première question qui se pose. Avec cette question-là, se pose la question de la souveraineté, comme tu nous l'as dit. Cette question de la souveraineté, en fait, on est bien placé en France. On a de la chance un peu, parce que ce qui se passe en France, c'est qu'on a le développement de Mistral. Okay. J'allais en parler. Voilà, qui est une IA française, européenne. On a une deuxième chance en France. Donc la France est, je pense, vraiment une terre propice au développement de l'IA. Et cette le second volet, c'est tout simplement l'énergie nucléaire. Donc il y a le CEA qui a été développé après la Seconde Guerre mondiale. Puis ensuite, après le choc pétrolier de 1974, on a pris ce tournant-là pour avoir une certaine indépendance énergétique. Et aujourd'hui, ça a payé. Pourquoi ? Parce que lorsque les investisseurs ont voulu investir dans un data center en Europe, entre l'Allemagne et d'autres pays, ils ont choisi la France. Et c'est à ça que les Émiratis ont placé 50 milliards pour générer un data center. Donc on va avoir un gros data center. Ce ne sera pas autant que celui aux États-Unis, dans le Texas, Stargate, qui a une valeur de 500 milliards. Mais en tout cas, on aura une certaine souveraineté. Et moi, j'ai observé quelque chose d'intéressant aussi de la part de Mistral IA. C'est qu'en fait, ils ne se contentent pas de rester en France.
ils ont décidé d'aller vers la francophonie de façon générale, et même vers d'autres pays, de s'exporter à l'étranger, etc. Et notamment dans les pays du Maghreb, etc. Donc là, moi, je vois déjà Mistral AI qui déploie des IA au Maroc pour le gouvernement marocain, etc. Entre autres, etc. Donc ça veut dire que cette IA va avoir une certaine puissance de frappe. Okay, cette IA va être souveraine. Et donc, pour les entreprises qui appartiendraient on va dire, à la francophonie ou à un certain, voilà, je pèse mes mots, je dirais un certain cosmos, parce qu'on on va rentrer clairement dans une ère, et là, on bascule sur la géopolitique, où il va y avoir des enjeux majeurs d'opposition entre différents paradigmes. Déjà, l'opposition entre les BRICS et l'Occident. Donc là, il va y avoir des réflexions de situations, de positions. Géostratégiques, géoéconomiques. Exactement. Exactement. Tout ça s'imbrique dans tous les cas. Tout cela est lié. Tout cela est lié avec l'environnement, etc. Donc voilà, là, bon, on est parti un petit peu loin. Mais en gros, l'idée... Voilà, mais en gros, l'idée, c'est que voilà, va y avoir cette souveraineté qui va être vraiment importante, va y avoir énormément de choses que l'on peut faire. Et ce qu'il faut se dire surtout, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de compétences très techniques. Il n'y a pas forcément besoin de compétences techniques, notamment parce qu'on est dans un pays où il y a des IA souveraines qu'on peut utiliser. Il y a des IA, comme tu as dit, que ce soit en open source ou que ce soit des outils comme N8N qui vont nous permettre de directement mettre en place nos agents IA. Et ça va nous servir. Donc l'idée, c'est de se former à ça. L'idée, c'est de se former à l'utilisation de ces outils avec des formations qui ne sont pas nécessairement des choses très poussées, mathématiques, informatiques, etc. Pas du tout. Des formations d'utilisation de ces outils. Et là, on est à un instant charnier vis-à-vis de ça. Parce que là, vraiment, les gens commencent à vouloir se former, les gens commencent à voir comprendre l'impact de ça, d'où la nécessité de proposer soit des formations ou de se former soi-même, etc. Soit proposer au sein d'une entreprise ou de se former soi-même sur ces outils. Qu'est-ce que tu penses au niveau des formations qui vont tourner autour d'infrastructures? Par exemple, moi, tout ce qui tournait il y a peu de temps, je ne m'intéressais pas à l'infrastructure. Tout ce qui a tourné autour du GPU, comment ça fonctionne, sa caractérisation, son paramétrage. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on a abordé tout ce qui tournait autour de l'énergie. La plupart des outils qu'on utilise, par exemple, ça peut être Claude ou Manus, c'est des outils qui nécessitent des tokens. Il faut comprendre comment fonctionne un token, comment il est réparti. Et derrière, ça va chercher, parce que dans le cadre d'une action spécifique que tu aurais effectuée, il y a un coût de token qui peut revenir assez cher, mais en fait, c'est mal utilisé. Donc, je pense que tout ce qui va tourner autour de ces formations, autour d'infrastructures, devient quand même assez essentiel. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, ça dépend de qui tu es. Oui. Moi, je pense que pour toi, ça va être essentiel. Mais je pense aussi que tu n'es pas nécessairement représentatif de la majorité des gens. Effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as envie de faire quelque chose de très ambitieux avec l'IA, si tu as envie vraiment, comme tu as dit, par exemple, d'avoir ton propre modèle, voilà, de faire quelque chose d'assez puissant, quelque chose d'assez voilà, autonome, etc., dans ce cas-là, effectivement, les GPU, ça va être la base. Ça va être le nerf de la guerre. Moi, je pense également à tous mes collègues développeurs qui ont été développeurs back-end, front-end ou même architectes qui aujourd'hui, l'IA va faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui leur reste clairement au niveau de leur spécificité, de leur expertise au niveau du travail, vers quoi ils devraient se convertir ou quels sont les instruments qu'il va falloir qu'ils utilisent? Effectivement, dans ce cas-là, cette idée de comprendre comment l'IA va fonctionner, les infrastructures de l'IA, etc., là, ça peut être intéressant comme point de bascule pour des gens qui voudraient changer leur profil ou monter en compétences ou tout simplement voilà, voir d'autres horizons parce que leur profil a été trop automatisé. Mais ça, à ce moment-là, c'est à voir aussi selon ce qu'ils aiment faire ou pas. Parce que ça peut être très différent. Là, on peut basculer vers des métiers complètement différents. C'est-à-dire passer du coding à connaître l'infrastructure et comment fonctionne le GPU, comment est-ce qu'on va processer les semi-conducteurs, etc. C'est autre chose. Là, voilà, on est dans l'électronique, on est dans autre chose ici. Donc, ça va dépendre justement de qu'est-ce que la personne va vouloir faire et aussi de son intérêt. Voilà, l'intérêt de chacun. C'est-à-dire soit ce qu'il veut faire en tant que métier, c'est-à-dire en tant que passion, et soit aussi ce qu'il a envie d'en faire. Voilà. Donc là, ça va dépendre. Mais effectivement, toutes ces formations-là, dans tous les cas, ça va être des choses qui vont être importantes et qui peuvent être une clé. Ça peut être une clé. Et dans tous les cas, c'est jamais perdu de se former dans tout ce qui va être autour de l'IA. Il faut se former. Là, l'important, ce qu'il y a à retenir, que ce soit pour le Future of Education ou le Future of Work, ça va être la formation et s'adapter, faire preuve de résilience et aller chercher les informations là où elles sont. C'est ça. Après, il y a la partie également, ce qui va tourner autour de la partie machine learning, MLOps, FinOps, MLOps. C'est des sujets en fait on est en train d'aborder avec certains de mes collègues où on se disait,
quelles sont les formations sur lesquelles il faudrait partir aujourd'hui à l'instant T? On a parlé d'N8N, qui est un outil qui permet en fait de pouvoir faire le lien et automatiser un certain nombre de choses. Est-ce que c'est une priorité? En fait, je pense que la priorité dépend grandement de ce qu'on veut en faire. Euh, Globalement, là, on est en train de se tourner vers l'IA agentique. L'IA agentique, c'est quoi? C'est qu'en fait, en plus des LLM, on va avoir une boucle. Oui. On va avoir une boucle, c'est-à-dire que, par exemple, typiquement, on va prendre un LLM. Mhm. Il peut nous dire exactement comment utiliser un logiciel. Il connaît par exemple Power BI. Il va nous dire, tu veux faire un dashboard sur Power BI, tu vas entrer telle donnée, tu vas la faire glisser dans tel endroit, tu vas cliquer sur tel bouton, mais il ne peut pas cliquer. Et l'idée, c'est que le résultat de ces LLM va devenir des instructions. Des instructions qui vont pouvoir être implémentées. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et là, les agents IA sont quelque chose de très fort. Mais moi, si j'étais novice et que je connaissais rien, j'irais doucement et je commencerai par du prompt engineering. Je commencerai par appréhender les outils d'IA qui sont les plus généraux. Puis après, monter en compétences petit à petit et pourquoi pas finaliser avec du N8N et d'autres outils, du LangChain, etc., qui me permettraient de faire mon propre chatbot, mon propre agent IA et tout simplement aller de plus en plus loin avec cette technologie très, très prometteuse. Toi, tes étudiants, quelles sont les questions qui reviennent souvent et quelles sont les craintes? Parce qu'en fait, aujourd'hui, clairement, il faut dire, hein, moi, dans mon entourage, il y a énormément de craintes par rapport à l'IA. Le fait que l'IA va remplacer tous les métiers, je ne suis pas complètement convaincu. Pour moi, en fait, il y a une évolution à mettre en place et surtout s'entourer des bons outils. Mais quelles sont les questions qui reviennent souvent? En fait, la crainte qu'ont la majorité de mes étudiants est issue d'une mauvaise orientation de base. C'est-à-dire qu'à la base, aujourd'hui, dans beaucoup de formations data, on se retrouve avec des étudiants qui sont là parce que c'était un buzzword. Parce qu'on leur a dit, il faut faire de la data. Et moi, ce que je leur dis dès le départ, parce que vraiment, je leur dis franchement, je leur dis, faites ce que vous aimez. Parce que quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ça finit par se voir. Ça finit par se voir, ça finit par se ressentir et vous ne serez pas excellent dans quelque chose que vous n'aimez pas. C'est vrai. L'idée, c'est de trouver ce que vous aimez. Je leur dis même dans la data, parce que là, c'est trop tard, ils sont déjà dans la data, j'ai envie de dire. Dans la data, il y a énormément de métiers différents. Donc, vous ne dites pas, OK, en fait, ils sont toujours à la recherche du buzzword. Maintenant, c'est MLOps, je vais le faire MLOps. Avant, c'était Power BI, c'était DataVis, c'était... Voilà. Et avant, c'était Python, il me faut ci, il me faut ça. Non. Et regardez si vous aimez développer des modèles, si vous aimez tester des modèles, si vous aimez faire la data visualisation et avoir un pied dans le business, devenir business analyst. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez parler, rencontrer des gens, présenter des choses? Ou est-ce que vous aimez plus être dans votre coin, développer des choses assez complexes, pousser loin la technique? Est-ce que vous aimez prendre de l'abstraction, développer des propres modèles d'IA, développer des nouveaux modèles d'IA? Dans ce cas-là, aller faire une thèse, dans ce cas-là, etc. Donc, en fonction du profil de chacun, il y a des choses à faire, des choses intéressantes à faire voilà, dans leur cursus. Mais ce qui est important, et ce qu'il faut vraiment continuer à dire aux jeunes, c'est de faire ce qu'ils aiment. Et parce que là, on n'est pas non plus dans quelque chose de très large. Parce que oui, évidemment, il y a cette notion de... si ce que t'aimes, c'est aller faire de la guitare, etc., évidemment, il y a un risque qui est énorme, que tu ne perces pas. Si ce que t'aimes, c'est le foot, il y a un risque que tu perces pas. Là, on est déjà dans la data, on est déjà quand même dans quelque chose. Mais même dans ces moments-là, les gens réfléchissent de façon stratégique. Pourquoi ils mettent en place ces stratégies? Parce qu'ils ont peur. C'est humain. Oui. L'humain a peur, il établit un plan. Il se dit, OK, je risque voilà, soit de me faire remplacer par l'IA, soit de ne pas trouver... Déjà, de base, être étudiant, c'est être dans une situation de peur. Oui. L'étudiant est dans une situation d'incertitude. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, dans l'économie actuelle, depuis 2008, on va dire, on n'entend que la dette, la récession, le taux de chômage, pas de croissance, etc. On n'entend que ça. Et d'ailleurs, comment vivent les étudiants ça en termes de charge mentale? Ça doit être assez complexe. Ça, après, oui, bien sûr, il y a de plus en plus de problèmes liés à la condition des étudiants, etc. Ça bien sûr, c'est un réel sujet. Et c'est vraiment un sujet qu'on peut lier d'une certaine façon à l'IA, parce que de plus en plus, on voit des étudiants qui prennent l'IA comme psychologue et qui racontent des choses à l'IA, etc. Et on a vu des cas d'IA qui ont poussé des étudiants à faire certaines choses assez graves, notamment proposer des suicides sur le truc lorsque l'IA a halluciné. Enfin, on a déjà vu des cas comme ça qui sont passés dans les médias. Mais en gros, voilà. J'en profite pour basculer sur la partie hallucination, parce qu'en fait, c'est peut-être un phénomène qui est encore un peu trop peu connu. Qu'est-ce que l'hallucination? Comment ça fonctionne? Et comment limiter les effets? L'hallucination, en fait, c'est quelque chose à laquelle, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Pour l'instant, en tout cas. L'idée, c'est qu'à un moment donné, l'IA va se retrouver bloquée dans un espace, parce que l'IA provoque ce qu'on appelle des embeddings. C'est-à-dire qu'elle va avoir une certaine compréhension avec son mécanisme d'attention, des compréhensions, ce qu'on va lui dire. Et à un moment donné, elle va être bloquée dans un endroit qui ne correspond pas à ce qu'on lui dit. Par exemple, elle peut penser que le mot car,
ça va être la voiture car. Alors j'ai juste dit car, je fais quelque chose. Ou ce genre de choses. C'est-à-dire, elle va perdre un peu le fil du mécanisme d'attention. Ça peut arriver lorsque la conversation va être trop longue, va commencer à être trop longue, elle y a perd un peu pied. Et ça peut aussi arriver tout simplement parce qu'il y a des problèmes au niveau du modèle. C'est-à-dire qu'en général, on va travailler avec des ensembles de modèles. Et parfois, la façon dont les paramètres vont s'ajuster avec le fine-tuning ne va pas nécessairement être quelque chose qui va être optimal. D'accord. Donc ça, ce sont des choses qui sont très techniques et qu'on ne peut pas encore vraiment appréhender. Mais comme il y a ça et comme on sait qu'il y a ça, on sait qu'on va devoir relire derrière. On sait qu'on va devoir... Voilà, on ne peut pas faire 100% confiance à l'IA. Maintenant, la grande question pour l'humanité actuelle qu'on se pose, c'est de savoir, OK, l'IA se trompe. Mais est-ce qu'elle se trompe plus que l'humain? Parce que l'humain se trompe aussi. L'IA se trompe à quel point? Statistiquement parlant. Donc, on met en place des intervalles de confiance. Si j'utilise que des IA en tant que développeur, etc., je vais avoir des erreurs de code, je vais avoir des erreurs, je sais pas, même au niveau de la comptabilité ou ce que je veux. Mais l'expert comptable fait aussi des erreurs. Il en fait moins, il en fait plus. C'est des questions que les entreprises se posent et se posent très sérieusement. Parce que, comme je l'ai dit, les entreprises sont très stratèges. Les entrepreneurs sont dans leur stratégie, etc. Et ils essaient de voir à quel point est-ce qu'ils peuvent utiliser l'IA, à quel point sont des études qui sont extrêmement poussées. Et ça, c'est une grosse question aussi. C'est OK, l'IA fait des erreurs, nous aussi. Et à quel point? À quel point, voilà. Et en termes de gestion de risque, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Est-ce qu'on fait plus confiance à l'humain ou à la machine? Exactement. En tout cas, ouais, on a bien avancé au niveau de ce podcast. Moi, maintenant, et là, on va arriver peut-être vers la fin, vers mes dernières questions. Ça va être autour de ce que l'IA nous réserve pour les prochaines années. Et je pense que on va essayer en tout cas de démystifier, de désangoisser, entre parenthèses, parce que moi, j'ai quand même pas mal de monde qui me pose énormément de questions sur l'avenir de leur travail, et de se dire, quelles sont les grandes avancées qui arrivent, en tout cas qu'on pressent, qu'on voit. Il y a une discussion qu'on a eue il y a quelques jours qui était hyper intéressante sur une société qui a fait une belle levée de fonds et qui me présage de ce qui va arriver au niveau de l'IA. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc là, en gros, les dernières avancées au niveau de l'IA, c'est de se dire, OK, on a les LLM qui globalement comprennent le langage, on va dire. Mais le langage, d'après Yann Lequin, qui est ex-directeur de la recherche en intelligence artificielle chez Meta, le langage, c'est quelque chose en réalité d'assez simple. Et on ne peut pas vraiment qualifier ça d'intelligence. C'est son point de vue. Je ne dis pas que je le partage, je dis pas que je ne le partage pas. C'est le point de vue de Yann Lequin, médaille Fields, dans le domaine parce qu'il a fait des avancées dans le deep learning. C'est lui qui a inventé les réseaux neurones convolutifs qui détectent les images, etc. Il a d'ailleurs fait sa thèse dans la faculté dans laquelle j'ai fait mon master, etc. Et voilà, c'est quelqu'un de brillant. Donc voilà, ça, c'est son point de vue. Il y a d'autres points de vue qui ne sont pas ceux-là, qui disent « Ok, mais comprendre le langage, c'est déjà beaucoup ». Et en réalité, on peut déjà déceler de l'intelligence. À partir du moment où quelque chose va s'exprimer, va comprendre des choses techniques et va pouvoir répondre à des choses techniques, on est dans l'intelligence. Donc là, c'est une question de sémantique. Lui dit que ça ne suffit pas. Donc ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ce qui manque à l'IA, c'est une expérience du monde, une expérience de l'environnement. Et donc l'idée, et là, je vais simplifier au maximum, l'idée, ça va être de compresser un environnement à un instant T, de compresser, donc de la rendre numérique, de façon à ce que l'IA, à un moment donné, va prendre une décision, va essayer de prédire quel va être l'instant T plus 1 de cet environnement dans lequel il est. D'accord. Et c'est ce qu'on va appeler les world models. C'est-à-dire que l'IA va s'imprégner de son environnement et apprendre dans son environnement, très orienté robotique. Parce que lui, c'est ça son but. Yann Lequin, en gros, il nous dit, OK, on a des LLM et tout, mais moi, je veux que quelqu'un coupe mes carottes, un robot coupe mes carottes, me fasse ma lessive, etc. Donc là, il dit, c'est ça la prochaine étape, c'est ça qu'il faut pour vraiment atteindre une intelligence qui serait plus proche de l'intelligence humaine. Maintenant, moi, j'ai un autre point de vue sur ça, qui est qu'en vérité, en fait, moi, j'aime pas trop cette idée de vouloir atteindre une intelligence dite humaine. Parce qu'en réalité, pour moi, c'est juste différent. On parle d'intelligence humaine, on parle comme si il y avait un certain niveau. Mais en fait, c'est pas une question de niveau. C'est pas une inégalité entre les intelligences, c'est une différence. Parce que l'IA fait déjà des choses que l'humain ne peut pas faire. L'IA calcule des matrices à une vitesse à laquelle je pourrais jamais les calculer. Exactement, jamais. Exactement. Donc c'est quelque chose de très différent de moi. Mais moi, je peux faire des choses que l'IA ne peut pas faire non plus. Donc voilà. Tu nous diras quoi? Voilà, donc, tu nous diras quoi? Tu nous diras quoi? Plein de choses, par exemple. Je peux sympathiser avec toi, discuter avec toi. C'est ce qui restera, finalement, c'est ce qui restera. Voilà. La partie humaine, la partie créative, la partie justement d'interaction, ça va être une des parties les plus importantes pour les prochaines années. Exactement. Il y a toute cette partie humaine-là, toutes ces choses qui nous caractérisent en tant qu'être biologique vivant. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. On ne peut pas occulter le fait que nous, on reste 9 mois dans le ventre de notre mère, qu'après, on apprend dans un environnement qui est en touchant, en goûtant, en testant, on a 5 sens. Enfin,
on est quand même dans quelque chose de très différent. L'IA, son corps est fait de silicium et de câbles et de cobalt et avec un sous-jacent énergétique. Voilà, exactement. Et surtout aussi la consommation. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire un calcul ou quand je vais réfléchir, le cerveau humain, il va consommer maximum 20 watts. L'IA, on est à 700 watts. Donc, c'est très différent. Mais aussi, voilà, donc pour moi, on est dans des intelligences différentes. On ne cherche pas nécessairement à mimer. Moi, dans mes recherches en IA, je ne cherche pas à mimer. Je ne cherche pas à m'inspirer du biologique, même si ça peut être intéressant, etc. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. L'idée, c'est vraiment, moi, j'ai un œil mathématique et d'ingénieur sur l'IA et de se dire comment est-ce qu'on peut progresser, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'atteindre des performances qui sont les mieux possibles. En l'occurrence, Yann Lequin propose cette voie, et c'est une voie qui a beaucoup d'écho. Il a fait une levée de fonds de 1 milliard, et encore une bonne nouvelle pour la France, il a décidé de baser sa start-up à Paris, qui s'appelle donc Amilab. On attend de voir quelles seront les conséquences et les progrès que cela va apporter. Donc de belles perspectives pour la France. Exactement. Pour moi, je pense que vraiment la France a beaucoup de perspectives dans l'IA. Et on revient au sujet du tout début de cette conversation. C'est parce que la France a très tôt beaucoup misé sur les mathématiques. Et en France, on a un très bon niveau en mathématiques. On a beaucoup de médailles Field, que ce soit Cédric Villani, entre autres, dont lui c'est le plus connu parce qu'il s'est politisé. Mais on a beaucoup de médailles Field. On a beaucoup aussi de gens qui sont très forts en mathématiques, qui sont partis à l'étranger, comme Yann Lequin, comme notre économiste Philippe Aghion, qui est à Harvard, qui maintenant est revenu en France. On a beaucoup de profils qui reviennent, etc. Et en France, on a vraiment cette école des mathématiques qui est assez poussée et qui, je pense, est un bon socle sur lequel on peut baser une recherche en intelligence artificielle. D'ailleurs, le créateur de Mistral AI, Arthur Mensch, a fait une thèse dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc côté mathématique. Il a fait du transport optimal, il a fait des choses assez... Super intéressant tout ça. Ça voudrait dire qu'en fait, aujourd'hui, jamais tu as un jeune étudiant que tu te dis, si jamais tu veux pouvoir, entre parenthèses, percer dans ce domaine-là, est-ce qu'il faudrait s'orienter au niveau des mathématiques et même pour des profils de reconversion, se dire que l'appréhension, l'incubation de mathématiques va permettre de pouvoir faciliter un certain nombre de choses? Bien sûr. Les mathématiques, c'est quelque chose qui va te donner une expertise qui est transférable dans pratiquement tous les domaines. Donc globalement, quand tu vas apprendre à faire des maths déjà, si tu veux t'orienter dans le côté vraiment recherche poussée, etc., ça va être un prérequis de base. Et quand bien même tu ne voudrais pas t'orienter vers ce genre de secteur-là, ça va te permettre d'augmenter en raison, ça va te permettre d'augmenter en abstraction et surtout de comprendre énormément de choses. C'est-à-dire que si tu as un langage mathématique, aujourd'hui je te présente des nouvelles avancées en physique, des nouvelles avancées en IA, je te les explique. Par exemple, quelqu'un qui fait des mathématiques, je peux lui expliquer comment fonctionne l'IA, tout simplement en lui disant que l'apprentissage, c'est l'optimisation d'une fonction de coût, d'une distance euclidienne. Je lui dis l'apprentissage, c'est l'optimisation d'une distance euclidienne entre une sortie et une target, c'est-à-dire ce qu'on a envie, et il a compris ce que c'est. Parce qu'il sait comment on optimise, il sait ce que ça implique, et il sait, voilà, il comprend globalement comment ça marche, et on comprend qu'il va falloir faire la descente de gradient, tout ce que ça va impliquer. Je t'avoue que moi, j'ai dû m'orienter dans le domaine de l'industrie et tout ce qui a tourné autour de l'hydrogène, parce que c'est devenu une passion et c'est une start-up que j'ai lancée. Et effectivement, j'avais beaucoup plus de facilité parce que justement, j'avais une approche physique, mathématique, qui me permettait de pouvoir monter en compétence beaucoup plus rapidement sur des matériaux, la caractérisation des matériaux et des procédés technologiques. Donc, je valide en tout cas cette approche-là parce que la mathématique te permet de pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale et pragmatique des choses. C'est ça. Exactement. C'est d'ailleurs ce que préconise la majorité des gens qui ont créé des grosses industries dans l'IA. Ils préconisent, Elon Musk et compagnie, ils préconisent justement d'apprendre des sciences fondamentales, que ce soit mathématiques, physique, etc. Si on devait partir vers un mot de la fin, ce serait quoi? Ce serait tout simplement que l'IA est une révolution, parmi tant d'autres. Évidemment, elle fait peur, mais tout est incertain. C'est le principe de la vie. Le principe même de la vie, c'est l'incertitude. Donc l'idée, c'est de continuer vers un autre principe de la vie humaine qui est l'adaptabilité. Ouais, la résilience. Voilà, la résilience. Tout simplement s'adapter, comprendre que c'est une source d'opportunité autant que ça peut être une source de destruction d'emplois, de mutation de l'environnement qu'on connaît, du marché qu'on connaît, de l'économie globale telle qu'on la connaît. Mais toute mutation provoque certes des destructions, mais pour reprendre un terme d'un économiste célèbre qui est Schumpeter, c'est des destructions créatrices. Ouais, donc on est dans ce phénomène de cycle et de destruction créatrice. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de s'orienter un maximum vers la création et de comprendre ce qu'on va pouvoir créer avec ces IA-là. Et moi je pense qu'on a vraiment de la chance de vivre à cette époque qui est
qui est une époque révolutionnaire d'un point de vue technologique. Et voilà, moi, j'ai connu la télé en noir et blanc. Voilà. Moi, j'ai connu la télé en noir et blanc dans les années 90. C'est déjà la télé en noir et blanc avec un magnétoscope. C'est déjà extraordinaire. C'est ça. En fait, ce qui caractérise vraiment notre époque, c'est pas forcément les évolutions, parce que les évolutions, elles ont toujours eu lieu, c'est la rapidité de ces évolutions. La vélocité. Et ça provoque beaucoup de conséquences sociétales aussi. C'est-à-dire, par exemple, les générations aujourd'hui sont plus courtes. Avant, quelqu'un qui avait 40 ans, quelqu'un qui avait 80 ans, ils avaient plus ou moins les mêmes idées, la même façon de vie. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui a 30 ans, quelqu'un qui a 15 ans, ils n'ont pas eu la même vie. Ouais. Ils n'ont pas eu les mêmes 15 ans. J'ai pas eu la même adolescence que mes neveux. C'est clair. Pas du tout. Alors que j'ai 10 ans d'écart avec eux. Ouais. Mais eux, ils sont nés dans les réseaux sociaux, dans ceci, cela, dans l'IA, dans le chat GPT. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils comprennent même pas. Moi, on me pose la question, YouTube, vous avez fonctionné sur YouTube. Oui, comment ça, vous faisiez? Ils comprennent pas. Ils peuvent pas comprendre. Je leur parle des 6 chaînes, laisse tomber. Laisse tomber. En tout cas, merci. Merci. Ce fut un vrai merci à toi, plaisir. C'était très gentil de ta part de m'inviter. Et puis, un point qui est important, c'est effectivement ce podcast est hosté par Café Crème. Là, on revient maintenant sur la partie qui va tourner autour de nos activités à nous. Là, principalement, nous, on met en avant tout ce qui va tourner autour du portage entrepreneurial. Comme vous avez compris, l'entrepreneuriat va prendre de plus en plus d'ampleur ces prochaines années. Et en fait, aujourd'hui, on amène à un pont qui est entre le salariat et l'entrepreneuriat. On propose une formule qui permet justement en fait, de mettre en avant les caractéristiques d'un indépendant à travers un environnement, à travers des formations, à travers un écosystème dédié et qui va permettre de pouvoir aller plus vite, de pouvoir aujourd'hui pouvoir apprendre tout ça tourner autour de l'intelligence artificielle et surtout, pérenniser votre expertise et monter en compétences. Donc voilà, merci encore à toi. Merci à toi. Ouais, merci pour tout le temps accordé et puis à très bientôt pour la suite de nos épisodes.